Bonjour, mon nom est Hervé Riboni. Je suis platiste depuis 7 ans. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions concernant le dossier de la Terre plate qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été mentionnés dans tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le sujet. Le but de cette vidéo est d'amener de nouveaux éléments aux chercheurs de vérité pour aider à la conception d'une carte de la Terre plate. J'ajouterai que cet exposé un peu technique n'est peut-être pas recommandé pour ceux qui abordent le sujet. Mon expérience de marin professionnel dans des courses de voiliers en haute mer m'a amené entre autres à faire un tour du monde par les 50e de latitude sud qui passe par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en bas de l'Amérique du Sud, communément appelé par les platistes le Grand Cercle. J'ai aussi traversé 8 fois l'Atlantique et parcouru plus de 100 000 milles nautiques. Ainsi, j'espère que mon expérience pourra contribuer à une approche un peu différente sur le sujet. Quand j'étais skipper, en tant que capitaine, j'ai beaucoup utilisé les cartes marines et quand je me suis ouvert à la théorie de la Terre plate, je me suis demandé comment on fait les manipulateurs pour passer d'une surface plane à une sphère sans que ce soit trop évident que quelque chose ne fonctionne pas avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Par quelle méthode les manipulateurs ont-ils réussi à tromper la population entière sans que cela ne paraisse sur les cartes que nous utilisons? Comme tous les platistes le savent déjà, la partie nord de la Terre plate est beaucoup plus petite en superficie que la partie sud, contrairement à la sphère du système héliocentrique où les deux hémisphères sont supposés être identiques. Il faut donc nécessairement, pour passer de la partie nord de la Terre plate à l'hémisphère nord de la boule, créer de la surface terrestre, agrandir cette partie du monde et étirer aussi les pays proportionnellement à la surface ajoutée. Cette transformation n'est pas quelque chose de discret. Il faut donc qu'il y ait des changements majeurs, quelque chose de visible et d'illogique pour réaliser ce tour de force. Pour commencer, regardons attentivement les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires sont séparés en 24 heures autour de la Terre comme on le voit ici sur l'image. Ils se déploient de manière égale tout autour du globe, d'est en ouest dans le sens des longitudes. Ou, plus précisément, devraient être séparés en 24 fuseaux horaires identiques suivant la position du Soleil par rapport à la rotation de la Terre. Cependant, si on observe seulement la partie très au nord, on s'aperçoit que l'Alaska et le Canada sont étirés vers l'ouest et que petit à petit, ils empiètent sur le fuseau horaire qui est à leur gauche. Ils se décalent de plus en plus, à tel point que l'Alaska, au niveau du détroit de Bering, a une heure locale de 3 heures, alors qu'au même moment, au même endroit, il est minuit en Russie sur exactement la même longitude. Il manque ici 3 heures, de 0 heure ou minuit en Russie à 3 heures du matin en Alaska. À l'ouest du détroit de Bering, c'est la même chose. On voit qu'il manque aussi 2 heures de fuseau, celui de 18 heures ici et celui de 20 heures. Donc, dans cette partie du nord du globe, il y a seulement 19 fuseaux horaires sur 24. En étirant le Canada, l'Alaska et la Russie sur moins de fuseaux horaires, ici et là, cela crée de l'espace au détroit de Bering ainsi qu'une large étendue de mer juste sous le détroit. Cela crée la superficie supplémentaire dont les manipulateurs ont besoin pour la transformation. Si à l'inverse, on garde le même étirement des deux continents, mais en utilisant les 24 fuseaux horaires, on se retrouve avec 3 fuseaux horaires juste sur l'Alaska. Et en parcourant ces latitudes d'est en ouest, on changerait de zone horaire sur trop peu de kilomètres, ce qui ne correspondrait pas aux distances sur le modèle de la sphère et éveillerait les soupçons. Maintenant, si l'on essaye de placer logiquement ces territoires avec les 24 fuseaux horaires officiels, le résultat se rapprochera beaucoup de cette vieille carte de la Terre plate, ou de celle-ci. Regardez comme l'angle des côtes du continent nord-américain et de la Russie sont différents que sur une map monde ou même sur la carte Gleason. Les côtes sont beaucoup plus proches sur la vieille carte. À mon avis, la Gleason est une projection de la sphère. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas censurée sur Internet. C'est une fausse piste. Voyez la différence en supprimant des fuseaux horaires ou en les utilisant tous. Il n'y a presque plus d'espace supplémentaire sous le détroit. La seule possibilité, malgré les incohérences, la moins illogique pour les manipulateurs pour passer du plat à la sphère, est bien celle de cette illustration. Les rares traversées officielles dans cette zone,
qui se sont faits en planche à voile par exemple, ont été réalisés précisément au détroit de Bering, à l'endroit le plus rapproché des deux continents, où la distance est de seulement 83 km, ce qui ne fait aucune différence entre les deux modèles de carte. Par contre, pour une traversée plus au sud, il faut se rendre jusqu'à Vladivostok, 3500 km plus bas, pour retrouver la première ligne aérienne qui se rend à Seattle avant d'aller à Anchorage, ou de Tokyo à Vancouver pour les traversées maritimes. Ce qui laisse une grande zone ici, avec pour ainsi dire, pas de données crédibles quant à l'exactitude des cartes. Sans trafic aérien ni maritime direct entre les deux continents, une région aussi mystérieuse et interdite que l'Antarctique, qui, avec la pseudo-rivalité USA-Russie de l'après-Deuxième Guerre mondiale, décourage encore de nos jours les curieux d'aller naviguer dans ces eaux peu accueillantes. Finalement, une zone idéale pour faire mentir les cartes. Si nous revenons au fuseau horaire et qu'on regarde maintenant les pays un peu plus au sud, les 24 fuseaux horaires sont présents et chaque pays utilise l'heure du fuseau horaire qui correspond à sa position. Encore plus au sud, à partir de la latitude 40 nord, on voit que les fuseaux horaires se multiplient avec des demi-heures et qu'il existe même 2 fuseaux horaires supplémentaires ajoutés dans le Pacifique Sud, à l'est de la Nouvelle-Zélande. Il y a donc officiellement 19 fuseaux horaires dans la partie très au nord du globe et au minimum 32 dans la partie sud. On remarque également que les endroits où les fuseaux horaires sont multipliés et ajoutés sont ou en pleine mer comme les îles du Pacifique, ou alors ont un littoral ouvert à l'océan au sud, comme l'Iran, l'Inde, la Birmanie ou l'Australie, de sorte que dans les deux cas, il est impossible de savoir comment se déploieraient ces multiples 32 fuseaux horaires sur une sphère, puisqu'il n'y a pas de large terre habitée au sud de ces territoires. Les 32 fuseaux horaires se perdent en mer, ce qui peut être pratique pour les manipulateurs afin de cacher la transformation. On remarque aussi que les USA et l'Australie ont sensiblement la même largeur, 4000 km pour l'Australie et 4500 km pour les USA, ce qui fonctionne sur le globe. Ils ont également une position en latitude comparable, bien que les USA sont un peu plus au nord par rapport à l'Australie au sud. Leur emplacement en latitude est quand même assez similaire pour faire une comparaison des fuseaux horaires pour chaque pays utilisé sur leur largeur. Si on reporte leur position et leur largeur sur un globe, on voit ainsi que la largeur des fuseaux horaires entre le nord et le sud versus leur position en latitude n'est pas assez différente pour justifier une différence du double de fuseaux. Car en effet, nous constatons qu'il y a 4 fuseaux horaires aux États-Unis et seulement 2 utilisés en Australie pour la même largeur de pays. Bien qu'en Australie, ils aient rajouté au milieu une zone d'une demi-heure pour nous faire croire à un 3e fuseau, et que l'Australie, sur cette fausse projection, déborde sur le fuseau horaire des 22 heures. Il y a en fait, pour les Australiens, que 2 zones d'heure de passage du soleil qui sont réellement utilisées comme indiqué ici. Sur les illustrations de fuseaux horaires, l'Australie apparaît beaucoup moins large que les USA, même en la faisant déborder sur le fuseau des 22 heures, ce qui à mon avis n'est pas la réalité puisque cette zone horaire n'est pas utilisée. La différence de largeur vient du fait que les fuseaux horaires sont parallèles sur cette illustration, alors que dans la réalité, sur la Terre plate, ils s'élargissent en se dirigeant vers le sud, ce qui concorde avec la grande largeur de l'Australie et l'utilisation de seulement 2 fuseaux horaires, comparativement à 4 fuseaux horaires pour les USA. Si on place les USA et l'Australie sur les fuseaux horaires de la Terre plate, alors les heures utilisées des deux pays sont logiques. Comme les fuseaux ne s'élargissent pas vers le sud sur cette projection, il est obligatoire d'étirer les surfaces terrestres au nord pour garder les fuseaux horaires parallèles et ainsi maintenir l'aspect d'une boule avec 2 hémisphères symétriques. On constate que tout cela n'a aucune logique sur une sphère avec 2 hémisphères symétriques, mais par contre est beaucoup plus cohérent sur une Terre plate avec la partie nord plus petite que la partie sud. Sur un schéma simplifié, les fuseaux horaires modifiés des manipulateurs ressembleraient à ceci sur une Terre plate.
On remarque que plus on s'éloigne du centre, plus les manipulateurs ont créé de fuseaux horaires pour cacher les plus grandes distances pour changer de zone horaire du sud par rapport au nord. Pour boucler le tour de la Terre, nous voyons qu'en continuant vers l'est, ici, l'étirement des pays diminue du nord au sud pour retrouver le bon fuseau horaire à la longitude 0 de Greenwich, avec le soleil à nouveau bien placé, prêt pour le tour suivant. Alors, puisqu'on parle de l'Australie et des USA, il y a quelque chose d'intéressant à observer ici. On a les deux trajets qu'on peut comparer. Celui des États-Unis de Savannah à San Diego et celui de l'Australie de Sydney à Perth. Donc, ils font très proche de 3900 km, les deux trajets. Et pour celui des États-Unis, on est au 33e de latitude nord. Et pour celui de l'Australie, c'est le 33e de latitude sud. Donc, vu cette disposition, on pourrait se demander, comme la Terre plate a des fuseaux horaires qui sont plus larges au sud qu'au nord, est-ce qu'on pourrait voir une différence sur les levées et les couchers de soleil, c'est-à-dire sur le temps d'ensoleillement qu'on va avoir depuis Sydney, le lever de soleil, et Perth pour le coucher de soleil. Et la même chose, évidemment, pour en haut, Savannah, le lever de soleil, et puis à San Diego, le coucher de soleil. Qu'est-ce que c'est la durée d'ensoleillement, que ce soit sur les deux solstices ou l'équinoxe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Ils sont d'une symétrie parfaite. Les durées, les temps d'ensoleillement sont exactement les mêmes pour la distance et puis le 33e degré de latitude sud ou de 33 degrés de latitude nord. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que la Terre est un globe? Pas du tout. On va voir tout de suite pourquoi c'est comme ça. Alors, ce qui définit plutôt notre temps d'ensoleillement entre le lever du soleil et le coucher, tous les platistes savent que le soleil il se déplace comme ça d'est en ouest. Donc, au moment où le soleil est dans notre dôme de vision, c'est ce qui va définir le lever du soleil et le coucher. Donc, on a notre petit observateur ici. Le dôme de vision, schématiquement, se situe comme ça. Au moment où le soleil arrive en bas de notre dôme de vision, ben, c'est le lever du soleil. Quand il est à midi, ben, il est au-dessus de nous. Et puis, au coucher du soleil, ben, quand il sort de notre dôme de vision, c'est là qu'il se couche avec la perspective. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite si on prend le même observateur, mais vu depuis le haut, donc qui est ici? Eh bien, c'est selon l'angle que va prendre le soleil dans sa course dans le ciel qui va donner évidemment la durée de l'ensoleillement. Donc, pour le solstice d'hiver, eh bien, si on a notre observateur ici, le soleil va passer plus bas sur l'horizon, à l'équinoxe un peu plus haut, puis pour le solstice d'été, là on parle de l'Australie, eh bien, c'est là où il sera le plus haut dans le ciel pour l'observateur. Si on parlait eh bien, du 33e degré, donc il ne sera pas très loin du zénith, quand même, avec comme un petit angle quand même. Donc voilà ce qui définit les temps d'ensoleillement, et donc c'est normal qu'on n'a pas de différence entre le nord et le sud, puisque ce n'est pas la différence de largeur des fuseaux horaires qui va donner une différence sur le temps d'ensoleillement. Et donc, c'est aussi pour cette raison que les manipulateurs peuvent tricher avec les fuseaux horaires qui sont plus larges au sud qu'au nord, mais comme notre temps d'ensoleillement est défini par notre dôme personnel de vision et qu'il est unique à chaque observateur sur Terre, évidemment qu'il est difficile de voir l'asymétrie qu'il peut y avoir entre le nord et le sud. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de différence entre le nord et le sud qu'on peut remarquer? Eh bien oui, il y en a une. Elle est avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Dans la partie nord, on va avoir de la clarté, beaucoup plus de clarté avant le lever du soleil que dans la partie sud, et on va avoir beaucoup plus de clarté après le coucher du soleil
que dans la partie nord, donc plus de clarté après le coucher du soleil que dans la partie sud. Pourquoi? Parce que le soleil, dans la partie sud, il va s'éloigner beaucoup plus vite de l'observateur. Vous voyez, l'observateur qui est au nord, le soleil tourne plus serré et donc il va rester plus proche plus longtemps. C'est pour ça qu'on va avoir des longues soirées d'été dans la partie nord, et dans la partie sud, l'obscurité tombe très vite. On le remarque aussi, c'est encore plus évident quand on navigue, puisqu'il n'y a pas de montagne pour cacher le soleil. Donc, dans l'hémisphère nord, quand on navigue proche du solstice d'été, pendant l'été, proche du 50e parallèle nord, on va non seulement avoir une clarté beaucoup plus longtemps, mais on va même voir la clarté du soleil derrière l'horizon toute la nuit. Ce que je n'ai jamais vu dans l'hémisphère sud, dans les 50e sud. Le gros problème à régler pour les manipulateurs se trouvait au détroit de Bering. Il manquait déjà 3 heures en Alaska pour compléter les premiers 12 heures de fuseau horaire. Les manipulateurs avaient besoin d'un miracle au détroit de Bering, soit d'arrêter le temps pendant 3 heures, ou avancer de 21 heures et retrouver la bonne heure solaire un jour plus tard. Mais comment faire? Et qu'y a-t-il de très spécial au détroit de Bering? Oui, c'est ça, la ligne de changement de date. Donc la ligne de changement de date. La ligne de changement de date, officiellement, sur la sphère, elle est de cette manière-là. Donc, on a les deux fuseaux horaires ajoutés, 13 et 14, qui se trouvent ici. Évidemment, pour donner l'illusion de la symétrie de la boule, une fois ajoutés les fuseaux supplémentaires 13 et 14, on fait revenir la ligne de changement de date sous le début de la ligne ici. Sauf que si on regarde sur la Terre plate, ici, on s'aperçoit que les 13 et 14, ils peuvent très bien aller jusqu'au bout de la Terre plate, ici, pour pouvoir rajouter des fuseaux horaires. Et dans ce cas-là, on va évidemment mettre le numéro 1 du fuseau horaire qui devrait se situer normalement ici, juste après la Nouvelle-Zélande. On va pouvoir le déplacer après les deux fuseaux horaires supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a que de la mer, personne n'habite. Donc, aucune terre habitée. Donc, on peut sans problème pousser le tout et recommencer avec les fuseaux horaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'en Amérique du Sud. Alors, bien sûr, on fait apparaître les deux fuseaux horaires supplémentaires 13 et 14 à l'équateur, puisque au nord, on ne veut pas en rajouter des fuseaux horaires, on veut en enlever pour garder l'illusion de la symétrie de la boule. Donc, on le fait commencer à partir de l'équateur et on l'amène jusqu'en bas de la Terre plate. Et ensuite, comme on n'a pas de terre habitée à l'est de la Nouvelle-Zélande, on peut très bien commencer donc le premier fuseau horaire officiel à l'est des deux fuseaux horaires ajoutés. On peut dire aussi que la ligne de changement de date est l'endroit idéal pour supprimer et ajouter des fuseaux horaires, car comme il y a un changement de date, justement, c'est beaucoup moins évident qu'il va ou manquer des heures ou en ajouter. Comme les gens ne sont pas sur la même journée d'un côté et de l'autre de la ligne de changement de date, la comparaison est plus difficile. Donc juste à la ligne de changement de date, on a enlevé 2 heures, 2 fuseaux horaires donc, à l'Alaska, hein, qui commencent à 3 heures, comme on l'a vu, et on en a ajouté 2 à partir de l'équateur. Ça, c'est juste sur la ligne du changement de date. Mais sur l'ensemble de la sphère, on en a 4 qui ont été retirés au nord et au moins 8 au sud qui ont été ajoutés. Donc, dans cette zone ici, il n'y a pas de terre habitée.
Donc, il n'y a pas de référence sur la longueur, la distance que devrait être un fuseau horaire. Donc, si on prend par exemple les concurrents du Vendée Globe, quand ils naviguent dans cette zone-là, ils ne peuvent pas avoir de référence. On peut très bien ajouter deux fuseaux horaires et on ne peut pas le remarquer. Ici, pour aller un peu plus loin dans l'explication de la déformation, j'ai tracé la déclinaison magnétique. Donc, il y a 2 vidéos à voir pour comprendre pourquoi et comment ils ont inventé, ils ont mis en place une déclinaison magnétique pour pouvoir faire la transformation de la Terre plate vers la sphère et de pouvoir utiliser des cartes de la sphère tout en étant sur une surface plane. Donc, avoir ces deux vidéos, mais disons pour être résumé, on va dire que pour la partie sud, la déclinaison magnétique va dévier, c'est une déclinaison S, elle va dévier les directions dans ce sens-là, par ici, ce qui correspond à nos 2 fuseaux horaires qui ont été rajoutés ici. On va déplacer les directions, les caps des bateaux vont être déviés dans cette direction. Et pour le nord, c'est plus pour une transformation d'une surface plane en un hémisphère, de manière à étirer la surface terrestre. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous voulez voir les 2 vidéos sur la déclinaison magnétique qui expliquent comment on a pu transformer nos cartes donc d'une surface plane en une sphère sur les cartes que nous utilisons. C'est sur la chaîne de Taboo Conspiracy. Elles sont en anglais, mais c'est un anglais vraiment de base puisque c'est moi qui fais la présentation. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.